Espace TV, les grandes gueules, le top des GG. On va parler de ces détenus politiques, Jacques Lévaleno. Le gouvernement annonce la libération de certains prévenus. Oui, de certains prévenus. Il y a une affaire qui a été mise au devant de la communication. Il s'agit de l'attaque du train minéralier pendant ces événements du côté de Sonfonia. Dans ce cadre, donc, le gouvernement nous apprend qu'il y a 17 personnes qui avaient été interpellées. Il y a donc 9 qui ont été inculpés et puis les autres ont finalement été relâchés. Et puis, de manière globale, on nous apprend qu'il y a au moins 30 personnes pour lesquelles il n'y a pratiquement pas de charge et ces personnes-là devraient rentrer dans leur famille ou peut-être ont dû regagner leur domicile. Encore une fois, c'est des éléments qui restent à vérifier. Et d'autres devraient, dès que les avocats pourraient mettre un terme à leur débrayage en soutien aux huissiers de justice, faire face à ces tribunaux pour être entendus sur les faits qui sont retenus contre eux. Il s'agit donc des opposants pour lesquels le gouvernement ne veut vraiment pas désignés comme étant des prisonniers politiques, même si on le sait très bien que c'est quand même dans le cadre de ces manifestations qui avaient un caractère purement politique qu'ils ont été arrêtés. Moi, après cette présentation, le problème que j'ai dans la communication du nouveau porte-parole du gouvernement, c'est de savoir que désormais, pour les affaires judiciaires aussi importantes comme celle-là, ce ne sont plus des procureurs qui nous parlent, mais c'est le gouvernement. Or, le gouvernement est quand même l'autre partie dans ce procès parce que c'est l'État qui poursuit. Et si c'est l'État qui nous présente la situation, qui communique là-dessus, on n'a plus un Sidi Souleymane Diaye qui avait l'habitude de parler autour de ça, comme ce fut le cas pendant ces manifestations. Il venait régulièrement à la RTG nous communiquer la situation globale de ces manifestations, des victimes et des personnes suspectées d'être derrière, n'est-ce pas, les morts qu'on était en train d'enregistrer. Un porte-parole du gouvernement, c'est bien. C'est vrai qu'en pareille circonstance, ça aurait été mieux que ce soit le procureur. Là, on s'est dit qu'on est dans le cadre judiciaire. On est vraiment dans le cadre judiciaire. Mais quand c'est le gouvernement qui porte cette parole, on donne raison à tous ceux qui pensent que c'est un procès politique, c'est l'État qui en veut, n'est-ce pas, à ces gens et que finalement, la justice n'a pas de voix. Surtout qu'avant que M. Thibou ne devienne ministre porte-parole du gouvernement, il avait tenu des propos que j'ai qualifiés de pas très respectueux à l'égard du procureur Alpha Séni Camara, parce que ce dernier avait une affaire, c'est le présumé détournement des 200 milliards et à la fois on lui a demandé de poursuivre aussi les journalistes qui étaient en train d'enquêter sur ce dossier-là. Le procureur, un bon juriste, peut estimer comme ça, qu'on ne pouvait pas à la fois poursuivre les journalistes et puis enquêter sur le dossier. Thibou est sorti dans un média pour dire clairement qu'il a été demandé à Alpha Séni de poursuivre les journalistes et non d'enquêter sur une affaire de détournement. Et depuis lors, le procureur en question ne parle plus de ce dossier. Je me dis quelque part que peut-être l'exécutif a fini par intimider le judiciaire et le judiciaire se trouve au pas. Finalement, c'est le gouvernement, donc c'est l'exécutif qui va nous parler des affaires judiciaires et j'ai dit c'est vraiment dommage. Bien, vraiment dommage. Diba Milimodo, vous avez également suivi cette actualité et qu'est-ce que vous en pensez? Oui, moi j'ai d'ailleurs écouté les avocats qui disaient que si on savait qu'on allait aboutir à cette libération, il fallait le faire à temps parce qu'après ce sont des dommages que ces personnes qui ont été détenues ont subi. Donc ils demandent à ce que le gouvernement s'inscrive dans cette logique, c'est-à-dire à dédommager. D'abord psychologiquement, c'était une atteinte à leur vie, mais également sur le plan de la réputation, on a affecté ces personnes et donc il y a une réparation qui s'impose au pouvoir public. Donc les avocats ont invité ceux qui prennent les décisions à aller voir la situation de cette trentaine de personnes qui ont été finalement libérées et qu'on puisse trouver une solution pour voir comment ils vont être dédommagés parce qu'ils ont été maintenus longtemps et d'ailleurs il y a même certains parmi eux, on indique que ces détentions qu'ils ont subies et peut-être les délits ou les crimes qu'ils auraient commis, si la sentence tombait, ça pouvait être conforme un peu à la durée de la détention. Donc tous ces paramètres-là ont été évoqués par les avocats
Maintenant, ce que moi je veux tout simplement dire, c'est vrai que sur les 80 qui ont été inculpés, il y a 40 qui ont été libérés. Et pour le train minéralier, comme Jacques le disait, c'est 8 qui ont été, libérés et les 9 ont été inculpés. Maintenant, aujourd'hui, je pense qu'on est en train d'envoyer un message, même si vous écoutez les acteurs politiques, ils estiment que non, c'est parce qu'on veut redorer son image, parce que sur le plan international, il y a une pression aujourd'hui sur le pays. N'oubliez pas le fait de Millennium Challenge Corporation, ce qui s'est passé, parce qu'on a perdu des points rien que sur le système démocratique. Sans oublier la posture aujourd'hui de l'Union européenne, les Nations Unies. Et donc tous les bailleurs, les partenaires de la Guinée, quand même, sont unanimes sur la question de la détention des personnes en Guinée. Ils indiquent qu'ils sont détenus dans des conditions difficiles, qui ne respectent pas les droits humains. Donc est-ce que le gouvernement a finalement compris qu'il fallait aller rapidement? Parce que si on prend la crise économique dans laquelle on se trouve aujourd'hui, aucun pays ne peut vivre en autarcie. Nous avons besoin aujourd'hui de l'aide étrangère pour pouvoir faire face à nos déficits. Et cela est conditionné par certains facteurs. Si vous n'êtes pas un bon élève en termes de démocratie, si vous n'êtes pas un bon élève sur d'autres paramètres, ça veut dire que ces gens vont finalement décider d'isoler la Guinée. Et on est dans cette perspective. Je pense que le président de la République a tiré des leçons, et le ministre de la Justice également, et tout cet arsenal qui est mis en place et qui est accusé d'ailleurs, parfois à tort ou à raison, par les acteurs politiques, de maintenir la tête de tous ceux qui sont contre le pouvoir, la tête sous l'eau. Maintenant que c'est fait, il faut saluer l'action. Mais une fois encore, je pense qu'il faut aller rapidement. Parce que ce qu'on dit, ce sont des détenus d'opinion politique. Quoi que l'on dise, on estime que vous n'êtes plus d'accord avec le pouvoir, vous faites les frais. Maintenant que c'est fait, ça peut encourager un peu à ce que ceux aussi qui sont en détention, le cas d'Ousmane Gawal, les Chérif Ba, qui sont souvent malades, et aussi Abdoulaye et tous les autres, puissent aussi faire face à la justice, qu'ils puissent être éclairés sur la suite des choses. Je pense que tout cela peut créer un climat quand même, parce que l'atmosphère est plombée. Bien. Ça peut nous permettre de sortir un peu des grandes gueules. Bien, Moussa Moïse, on a quand même suivi cette réaction des politiques qui pensent que cette décision est purement politique, même si d'autres personnes pensent qu'il y a des affinités entre certaines personnes qui ont été libérées et certaines autorités de la place. Par rapport à ces personnes libérées, je trouve que quand on connaît la complexité du dossier en question, en tout cas le contexte dans lequel ces personnes ont été arrêtées et mises en prison depuis tous ces mois, quand on sait que c'est parti d'où, quand on connaît combien de fois ces 2 scrutins ont été chargés en termes de violence, en termes de dégâts, de destruction de biens publics et privés, ben, quand on libère 30 personnes, on prend tout de même le soin au niveau de la justice de communiquer sur ces personnes. Moi, je ne sais pas si vous êtes tombé sur la liste exhaustive de toutes ces personnes libérées, mais on aurait pu quand même permettre à la presse, à partir de là, d'aller savoir qui sont-ils, ont-ils été vraiment en détention, ont-ils été libérés, et voilà, parce que... On a quand même écouté certains avocats, notamment M. Salifou Béavougui, qui se réjouit et qui demande à ce que ses clients soient indemnisés. Vous savez, il y a ce que les avocats peuvent faire comme travail, il y a ce que les journalistes peuvent mener comme enquête. Voilà, je trouve qu'ils ont l'habitude de le faire quand il y a ce genre de libération, surtout quand ça tourne autour de détenus politiques. C'est vrai que le ministère de la Justice communique, Sékou Keïta s'efforce, il met, en prenant beaucoup de coups bien sûr, mais il s'efforce quand même à apporter sur la place publique la part de vérité du ministère de la Justice. Mais j'estime que pour les détenus qui sont là-bas, pour le cas des ténors qui sont connus, Ousmane Gawal, Chérif Ba et autres, on sait très bien que ces détenus sont là-bas parce que quelqu'un n'est pas content d'eux. Parce qu'il fallait le faire. Il fallait les sortir de là en pensant, peut-être qu'en le faisant, peut-être que ça produit à leurs yeux un résultat, on aurait quand même contribué à affaiblir l'un des plus grands partis du pays. Donc, j'en prends pour preuve la sortie médiatique du président de la République, je ne sais pas sur quel site international, lorsqu'il s'adressait à nos confrères, il a dit qu'ils ont été arrêtés et qu'aucune mouche, je ne sais pas moi, dans Jeune Afrique. Dans Jeune Afrique, rien ne s'est passé. Il y a beaucoup de propos comme ça tenus qui démontrent que ce sont ses prisonniers à lui, ce sont ses prisonniers privés. Et donc, quand il décidera de les libérer, ils seront libérés. Je pense qu'on mettra la forme qu'il faut, un procureur, un juge, toute la forme qu'il faut pour envoyer un message à l'opinion publique nationale et internationale. Mais au fond, dans les faits, nous nous rendons bien compte que ces prisonniers sont là parce que Sékou Touré a bien voulu qu'ils soient là. Donc, sur ce plan-là, ne comptons pas du tout sur les mouvements, les coups de franche que le procureur pourrait avoir. Ensuite, n'oublions pas une chose qui est fondamentale à mes yeux. Pendant ces élections-là, il y a eu beaucoup de cas de mort. Je prends le cas des hommes en uniforme, mais aussi le cas des civils. Vous vous rappelez encore de ces images d'innocentes
personnes, des enfants notamment, tués qui ont reçu des balles, qui n'ont absolument rien demandé. Qu'on ne nous noie pas avec des arrangements politiques pour nous faire oublier cela. Il faut qu'il y ait au moins une explication sur celui qui avait intérêt à tuer ces personnes. Il ne faut pas que ça se passe comme ça. Je pense que, vous voyez, ce qui risque de se passer, c'est que quand on va libérer ces ténors, on oubliera toutes ces personnes qui ont trouvé la mort durant ces 2 scrutins. Et ça, c'est pas normal. C'est comme ça en Guinée que le sang appelle à d'autres massacres. La violence qui appelle à d'autres violences. Parce qu'on ne prend pas le temps de résoudre une violence. Il ne faut pas qu'on l'oublie. Je suis bien d'accord que ces prisonniers politiques, ce sont des prisonniers politiques. Ils ont des opinions qui sont contre la gouvernance actuelle. Je suis d'accord que leurs conditions de détention, en tout cas les règles de droit, n'ont pas été respectées sur toute la ligne de la procédure. Mais je dis qu'on ne doit pas oublier qu'il y a des explications à nous donner sur comment ces innocentes personnes ont été tuées durant ces 2 scrutins. Il faut qu'on le dise. Les arrangements politiques ne peuvent pas mettre fin à cela. Nous savons que le président est dans une offensive de charme, mais quand même que le judiciaire prenne sa responsabilité et que cette affaire, qu'on puisse savoir réellement ce qui s'est passé. Je ne voudrais pas que ce soit comme le cas de notre confrère Koula, parce qu'à ce jour, on n'a jamais su ce qui s'est passé. Personne ne peut savoir. C'est la première fois dans ce monde qu'une balle est capable de décider d'aller entrer dans le corps d'un individu, de lui arracher la vie. Toute seule. Je pense que la Guinée doit déposer un brevet pour cela. Parce qu'on n'a pas trouvé quelqu'un. Tchangel a été condamné, mais il n'a pas été, par exemple, démontré. C'est un certain Tchangel qui a été condamné. Un certain Tchangel. On n'a jamais réussi à démontrer que c'était effectivement lui. Pour ces jeunes, pour ces hommes en uniforme, pour ces personnes qui ont été tuées, je vous assure qu'on ne trouvera même pas un certain Tchangel. Je pense qu'on va passer cela sous silence, comme quoi c'est passé, mettons ça au compte de l'histoire et avançons. Les gens qui ont perdu des frères, des parents, depuis le temps colonial, depuis le temps de Sékou Touré, continuent encore de réclamer justice. C'est le cas de cet agent qui était du côté de la maison centrale, qui aurait été accusé d'avoir tué le jeune à Bambeto. Vous vous souvenez? Oui. Le monsieur a été libéré finalement. Alors, je trouve que la chaîne pénale, oui, ça j'avais eu cette information. La chaîne pénale ne fonctionne pas assez bien. Il faut que justice soit faite, mais en respectant toute la procédure. Surtout qu'on réponde à nos questions sur ce qui s'est réellement passé pendant ces élections, qui a tiré sur ces personnes, qui a voulu donner la mort, qui avait intérêt à ce que le sang coule. Voilà. Bien. Alors, Ahmed Kourouma, on se focalise sur ces questions parce que Moïse fait bien de rappeler qu'il y a souvent du 2 poids, 2 mesures. C'est vrai que ces politiques sont détenus. S'il leur est reproché quelque chose, ils ne sont pas au-dessus de la loi. Ce serait bien qu'on les juge et qu'on dise ce qu'il en est réellement. Mais de l'autre côté, ces victimes, ces nombreuses personnes qui ont perdu la vie, personne n'a été arrêté, ne serait-ce qu'une seule personne pour dire que oui, on veut savoir ce qui s'est réellement passé. Comment vous expliquez, vous comprenez cette situation? Le problème, Macha Dja, c'est qu'il faut faire attention à ce qu'on n'enterre pas en première classe les principes républicains, ceux qui régissent notre quotidien. Effectivement, il y a 2 poids, 2 mesures dans ce pays, mais ça existe depuis très longtemps. Si vous vous souvenez, lorsqu'il y avait eu les émeutes du 28 septembre, certains leaders politiques dans ce pays ont été indemnisés pendant que le peuple lui-même crevait de faim et n'a jamais été indemnisé en quoi que ce soit. Il n'y a jamais eu de procès. Donc il y a toujours cette injustice pendante dans notre pays et on en arrive à l'analyse que Diba et Moïse font à juste titre. C'est-à-dire qu'il faut faire attention à ce que justice soit rendue pour tout le monde. Il y a eu des morts. Les élections ont été meurtrières. La vie politique guinéenne n'est pas malheureusement facile. On a tendance à avoir la gâchette facile dans ce pays. Et il faut à un moment donné que la République, que l'État fasse preuve de magnanime pour juger les coupables, mais de quelque bord que ce soit. D'accord ? Ensuite, là où je vais peut-être m'inscrire en faux avec Diba sur son analyse, moi je trouve que c'est une très bonne chose que la pression internationale, que la pression médiatique que l'État a subie aboutisse à la libération au minima d'innocents dont on reconnaît qu'il n'y a pas suffisamment d'éléments contre eux pour les libérer. C'est un très bon signal envoyé par la justice guinéenne et c'est un très bon signal envoyé vis-à-vis de ceux qui pensent que la Guinée est devenue un pays de non-droit. Alors, je ne vais pas dédouaner l'État ni le gouvernement. Je dis juste qu'il y a un moment donné où il faut être
un peu optimiste quand on voit la réaction, à juste titre d'ailleurs, de l'avocat Maître Biabogui qui se félicite de ce qui se passe, c'est qu'ils ont fait un travail. L'État, ou plutôt la justice guinéenne, a répondu favorablement à leur appel en disant attention, il y a des prisonniers ou des gens qui ont été incarcérés à tort. Il faut à un moment donné que l'État prenne ses responsabilités, ou que la justice guinéenne plutôt prenne ses responsabilités et les libère. Ça, c'est pour moi un point positif. Et d'ailleurs, on n'aurait même pas dû attendre à ce qu'il y ait cette mission internationale. Absolument. Je pense que dans un état de droit, lorsque vous n'êtes pas accusé, vous n'avez pas votre place dans une prison. Absolument, sauf que après, tu regardes au niveau de la politique internationale en ce moment, il y a, je te donne un exemple simple, c'est la Birmanie, où il y a récemment 135 morts. Voilà. Après le putsch, on en est quand même à plus de 400-500 morts. Et la communauté internationale ne dit mot, ou plutôt on ne l'entend pas suffisamment sur ce sujet-là. Donc, ce qui fait que la Birmanie, il y a continuellement des morts en ce moment. Lorsque la communauté internationale, lorsque les ONG, lorsque les institutions des droits de l'homme agissent, montent leur voix et font preuve justement de magnanime sur l'idée que la Guinée doit redevenir un état de droit, ça commence, je dis bien ça commence à fonctionner. Ne soyons pas naïfs, on sait que derrière tout ça, il y a effectivement une volonté de l'État, une volonté du gouvernement de redorer son blason à l'international. Tu l'as dit, la Guinée ne vit pas en autarcie, on a besoin des autres aujourd'hui, mais c'est quand même, à mon avis, un petit signal qui me rend un peu optimiste quant à la comment dirais-je, à la solution que l'on va trouver vis-à-vis, parce que moi ça me fait mal de voir un Ousmane Gawal en prison. Vraiment, ce que les gens pensent, voir Ousmane Gawal en prison, honnêtement, c'est pas quelque chose qui me réjouit. Je suis guinéen, j'aime que mon État, mon pays soit respecté. Donc un Ousmane Gawal en prison, pour moi, c'est une tâche pour la Guinée. Donc il faut effectivement qu'on trouve des solutions. C'est un petit pas en avant, comme on dit, un petit pas pour l'État, un grand pas pour le peuple guinéen. Soyons optimistes, espérons que cette histoire aille jusqu'au bout et que l'État, ou plutôt la justice, rende justice à ceux qui sont justiciables et libère les innocents qui pullulent malheureusement dans nos prisons dans des conditions inacceptables, il faut le rappeler. Des anonymes, ils sont nombreux. Dada Mohamed Camara, est-ce que vous avez de l'espoir aussi? Vous pensez que c'est un début d'avancée qui peut avoir des répercussions positives sur la gestion des droits humains dans notre pays? Moi, on peut avoir espoir. Espoir, oui, parce que face à l'impossible, nul n'est tenu. Parce qu'aujourd'hui, Moussa l'a dit tout à l'heure, on a l'impression, ou on finit par comprendre peu à peu, que certains prisonniers sont vraiment des prisonniers personnels d'un certain nombre de groupes de personnes. C'est ce qu'on comprend. Et le communiqué qui est sorti, je me suis posé la question de savoir qui est l'auteur du communiqué. Est-ce que le ministre d'État, conseiller spécial du président de la République, est-ce que le ministre de l'Industrie des PME ou le porte-parole du gouvernement? Parce que le message ne peut avoir de sens que le sens qu'a le destinataire. Si c'est le porte-parole du gouvernement qui a rédigé le communiqué et c'est au nom du gouvernement, on n'a pas besoin de rappeler le ministre d'État. C'est lui qui a signé, mais ce n'est pas le ministre de l'Industrie qui a signé. Ses fonctions. Non, ce sont ses fonctions, mais ça n'a aucun sens dans un communiqué qui est du gouvernement, qui engage le gouvernement. Ça n'a aucun sens. Si c'est le ministre porte-parole du gouvernement, signer simplement ministre porte-parole du gouvernement, ça suffit. C'est un message. Est-ce que c'est ça l'important? C'est bien important. C'est bien important. Peut-être qu'on accourt aujourd'hui pour savoir combien de personnes vont recouvrer leur liberté ou autre. Mais derrière, il faut bien qu'on sache que après tout, on ne va pas continuer encore avec cette même peinture pour dire qu'on a gracié les autres qui sont restés par faute de preuves aujourd'hui. Parce que le président, il a dit dans le journal Jeune Afrique, il dit que ces gens sont détenus, ce ne sont pas des détenus politiques, mais ce sont des gens qui avaient des intentions, et toutes les preuves existent aujourd'hui. Maintenant, ce que moi je suis en train de voir venir, c'est qu'il y a un premier lot, une première vague de libération, et entre-temps, pour les autres, en tout cas, puisque ce sont des grosses têtes, parce que quand on parle de Ousmane Gawal, avec tout ce qui a été dit sur lui, et qu'on dise aujourd'hui qu'il y a un non-lieu. Il y a un non-lieu. Rapport à Kablan. Qui a été publié. Qu'est-ce que je veux dire? Il y a eu ceux qui ont bénéficié de ce non-lieu. Est-ce que vous les connaissez? On ne les connaît pas. C'est des anonymes. On ne les connaît pas encore. Le problème,
Daouda, je ne vois pas où est le problème. Le fait que ce soit des anonymes ou en matière le problème, de c'est que la liste n'a pas été publiée. On ne connaît pas. Oui, on ne connaît pas qui fait partie des... Alors là, pour le coup, c'est peut-être aux journalistes de faire leur métier, de faire une enquête. C'est pourquoi on est en train de se poser des questions. C'est à la justice de communiquer les personnes. C'est pourquoi, effectivement, on est en train de se poser des questions. Qui sont-ils réellement? Ceux qui ont bénéficié de ce non-lieu, qui sont-ils? C'est vrai que le communiqué... Il faut qu'on accepte... Il faut que vous acceptiez l'opinion des autres aussi. Ah mais non, mais j'ai pas de souci, je pose des questions, Daouda, c'est tout. Non, mais j'accepte ton opinion. Alors, moi, je sais que je suis en train de dire, aujourd'hui, on peut bien avoir espoir qu'il y aura des non-lieux ou des libérations ou de la grâce pour ceux qui restent aujourd'hui en prison, parce que ce sont des figures que tout le monde connaît. Et les libérer comme ça, facilement, comme on le fait pour ces 31 personnes. Après tout ce qui a été dit. Après tout ce qui a été dit, je crois que ça peut paraître très compliqué, très difficile à avaler. Et aujourd'hui, il faut d'abord aller pas à pas, avoir une première vague d'anonymes. Et ensuite voir éventuellement, sous quelle mesure on peut négocier pour voir comment on peut les libérer. Il faut leur coller quoi, ou qu'est-ce qu'il faut enlever, ou il faut aller avec la grâce pour les libérer et qu'on en finisse avec. Mais aujourd'hui, je me dis qu'on a besoin de savoir ce pourquoi ces personnes ont effectivement été arrêtées. Si on dit qu'il y a des preuves, que ces preuves soient exhibées et qu'on sache que effectivement Ousmane Gawal Diallo était dans une dynamique de déstabilisation. Surtout qu'on a indexé une question sécuritaire. Voilà, Chérif Ba était dans une dynamique vraiment de déstabilisation de la nation, et Étienne Soropogui et autres. Mais qu'on ne nous fasse pas avaler aujourd'hui cette pilule pour dire que puisque le pays a besoin de réconciliation, le pays a besoin d'apaisement, de cohésion sociale, et qu'on arrête et qu'on abandonne. On a besoin de savoir ce pourquoi ils ont été arrêtés, les preuves, qu'on le sache, et que chacun se fasse l'opinion qu'il a à faire et son jugement sur tout ce qui a été dit depuis des jours. Mais il faut aussi bien qu'on nous dise qui ont été ceux qui ont tué ces innocentes personnes dans les différentes manifestations. Allez-y, les grandes gueules. Pour une fois, je suis d'accord avec Daouda sur un sujet. Rare, là, sincèrement, pour une fois, je le suis. Et sur la question de la signature du document. Habituellement, c'est la cellule de communication du gouvernement qui transmet les communiqués. Et sauf qu'au bas de ce communiqué, il est inscrit une ribambelle de titres attribués à un ministre qui apparemment est l'auteur du communiqué. Ça cause un grand problème sur le contenu. Est-ce que le contenu émane véritablement du gouvernement? C'est la grosse question qu'il faille se poser, parce que ce n'est pas une première que Thibault fasse un communiqué au nom de l'ensemble. Il a fait au nom de la présidence une fois, lorsqu'il s'est agi de dialogue dans ce pays. Et ce communiqué, rappelez-vous, lorsque les tensions étaient là, étaient palpables entre acteurs politiques, on a suivi ce communiqué à la télévision qui disait qu'un couloir de dialogue était créé pour que les acteurs politiques se retrouvent. Et à l'époque, ça n'avait... Même si ça a créé des problèmes ça n'avait pas été suivi à l'époque, mais c'était signé... Le parti au pouvoir s'était opposé. Justement, c'était signé Thibault Camara. Ce n'était pas une première à l'époque. Même si pour cette fois-ci, les porte-parole du gouvernement, ça ne serait pas surprenant. Je ne dis pas qu'il s'est assis dans son bureau tout seul pour écrire ce communiqué-là, mais la forme, à mon avis, est à revoir. La signature, pour moi, aurait dû être tout autre que celle à laquelle on a assisté. Parlons de ce qui se passe par rapport à la justice. On a dit qu'il fallait que le procureur fasse une communication pour nous dire réellement c'était quoi la situation. Qui sont les détenus libérés? Pourquoi l'ont-ils été? Parce qu'on parle de délit non constitué après 6 mois de détention. Ils ont déjà été sanctionnés au bout de 6 mois. 6 mois. Donc, supposons qu'ils aient été condamnés à la peine qu'ils ont passée en prison, c'est déjà une peine qu'ils ont encourue. Maintenant, le fait de les libérer, ça change quoi véritablement? Rien du tout. Parce que j'ai comme ils sont libres. Ça ne change rien du tout par rapport à ce qu'on a. Ils sont plus en prison là. On a voulu les sanctionner, la sanction a été faite. 6 mois en détention, à mon avis, c'est une sanction véritable. C'est pour cela que les avocats demandent une indemnisation. Et j'ai l'impression, et ce que je constate, ça c'est mon point de vue à moi, toutes ces personnes qui sont en prison, qui ne sont pas liées ou qui ne sont pas Ousmane Gawal, Chérif Ba, c'est un décor. Ils sont là parce qu'il fallait qu'il y ait un ensemble pour accompagner le noyau. Le noyau, c'est ceux qu'on connaît. C'est Gawal, c'est Chérif Ba, c'est Aboulaye Ba et les autres. Donc, maintenant qu'ils sont libérés, on va essayer de libérer les autres en faisant mine de respecter la procédure. On va à un procès
afin de déterminer ce pourquoi ils sont accusés et ensuite les libérer sur la base d'articles et de termes juridiques que nous connaissons. Ils seront libérés dans les jours à venir, ça c'est une certitude. Wow. Et je prends le risque de le dire ce matin. Je prends le risque de le dire. Mais on n'a pas besoin d'une boule de cristal pour savoir qu'ils seront libérés. Non. On me dit que c'est un risque. Mais pas dans les prochains jours. On ne peut pas donner une date exacte. Je pense. Lui, même s'il vient de quel village, il peut pas donner également une date. Mais nous savons, au regard de la pression internationale, de tout ce qui se fait en dessous. Dans ma prédiction, je ne donne pas de date, mais je sais que dans les jours prochains, le procès qui sera ouvert à Dixine va aboutir à la libération de ces détenus-là sur la base d'une condamnation par sursis. Ils ne seront pas condamnés fermement, mais ils le seront sur la base du sursis. Et après, il y aura un retrait peut-être des droits civiques et politiques. Justement, j'en viens au contenu du communiqué. Le communiqué, à mon avis, qu'est-ce qu'il vise concrètement? L'État se dédouane. L'État veut montrer à la face du monde que le dossier n'est pas politique. C'est un dossier qu'on appelle juridique, pour lequel l'État ne se mêle pas. La justice est indépendante, elle a fait son travail, l'État sur toute la chaîne ne s'est pas mêlé, et le communiqué vient de le dire. Et je me dis que il vient un peu en retard, parce que depuis tout ce temps-là, on aurait dû entendre l'État sur, par exemple, certaines choses liées aux reproches qui sont faits à ces détenus-là. Alpha Condé a fait une sortie pour dire, lorsqu'il y a eu l'attaque du train, au lendemain de cela, il a fait le tour des garnisons pour dire que l'acte ne resterait pas impuni. Et au lendemain de cela, on a suivi les arrestations qui ont eu lieu. Donc je me dis que ce communiqué du gouvernement, c'est un non-événement, à mon avis. Je sais qu'on a quelqu'un en 30 secondes. Avant d'aller sur le terrain à Sigiri pour savoir ce qui s'est réellement passé par rapport à cet éboulement, Moussa. On ne rend pas justice pour Alpha Condé, on rend justice au nom du peuple de Guinée. Je pense qu'il faut que notre appareil judiciaire se donne au moins la force que la loi lui confère. Ensuite, une confidence. Juste pour vous dire qu'en tacticien politique, puisque les ténors de l'UFDG sont en prison, on a profité de leur détention donc pour mettre le verre un peu dans le fruit, histoire de créer une zizanie à l'interne même du parti. Les confidences démontrent qu'il leur a été dit que leur libération ne tient qu'à une seule chose, la reconnaissance du président Alpha Condé, Alpha Condé comme président, passez-nous. C'est-à-dire une simple déclaration, un simple constat, et puis ça passe, vous êtes libérés. Donc du coup, ceux qui souffrent intérieurement en prison, qui veulent sortir, retrouver leur famille, qui veulent se faire soigner à l'étranger, disent mais nous sommes détenus pour un fait qui est déjà qui est déjà acté. Alpha Condé au palais Sékou Touré est déjà président. Ça lui coûte quoi de reconnaître qu'il est le chef de l'État? Voilà un peu comment est-ce que la zizanie a pu... Et ça crée un débat. Les responsables du parti ne l'admettront jamais sur la place publique, mais ça a créé un vrai débat parce que certains étaient prédisposés. Ils ont même tenté un enrôlement. Certains étaient prédisposés à accepter cela. Moi je trouve. Juste deux secondes. On a un invité au bout. Tout cela démontre que nous sommes hors d'une procédure judiciaire légale. Complètement à l'écart. On a envie on s'en prend à une cible et on veut l'abattre. En attendant, excuse-moi 2 secondes, on est en train de perdre l'essentiel parce que vous mettez l'accent sur des détails de kyrielle, de titres, etc. Pour moi, l'important, c'est qu'il y ait des innocents qui soient enfin sortis de prison. Voilà. Je pense que c'est ça le plus important. Il y a des innocents qui sont dans les tombes là. Voilà. Espace TV, les grandes gueules, le top des GG. En studio, Abdul Karim Bangoura, bonjour, bienvenue. Bonjour, merci de m'avoir invité. Très bien. Allez-y, Jacques Léo-Alénon. Alors, bienvenue dans cette émission. On va commencer par l'actualité autour, bien entendu, de ce congrès qui est en train de se préparer. Votre candidature a été validée par la commission électorale, mais il se trouve, et nous l'avons appris, qu'il y a des tractations en cours pour aller vers une candidature unique. Vous ne seriez apparemment pas d'accord avec ce principe. Dites-nous d'abord ce qui a été fait à votre endroit, qui vous a appelé, il vous a dit quoi et quel a été votre choix. Merci de me donner l'occasion d'expliquer par rapport à ma candidature. Il est clair que je suis candidat à la présidence de la FEGIFOOT, mais depuis 2015, si vous vous souvenez, d'ailleurs, j'étais passé plusieurs fois dans vos locaux ici pour la même cause. Maintenant, cette fois-ci,
moi, je ne suis pas du tout concerné par rapport à ce qui s'est passé au palais Sékou Touré. Par preuve, je n'ai jamais été invité là-bas. Ils ne vous ont pas appelé? Non, pas du tout. Et vous savez, le président de la République a un souci qui est l'accalmie dans son pays, déjà de façon générale. Et pour parler de l'actualité de notre football, peut-être qu'ils cherchent la solution, mais sauf que ceux qui vont aller parler au président de la République ne viennent pas avec tous les pions. Ils sont avec des pions qui les arrangent à eux. Quand on veut arranger les choses, on appelle tous les acteurs pour peut-être chercher un compromis. Mais moi, il n'a pas été question. Il ne vous a Et pas quel a été été votre dit avis? de retirer votre candidature? Les grandes gueules. On a appris qu'il y a eu consensus autour du KPC. Mais bon, Aboubakry devait être le vice-président, Super V le secrétaire général. C'est vrai que, et vous, un membre simple de la Fédération guinéenne de football. c'est vrai que j'ai reçu un appel du ministre d'État Thibou Camara, qui, dès leur sortie De la présidence? Il m'a fait part de ce qui, apparemment, ce qui se sont dit là-bas devant le président. Chose que moi, j'ai récusé, tout simplement. Vous ne partagez pas? Non, je ne partage pas du tout. Quand il m'a dit qu'ils se sont mis d'accord que KCP soit président. KPC. Bon, ouais. Non, c'est le jeune. Les Bangoura ne supportent pas le jeune. C'est la même chose. Il y a le K, il y a le P, il y a le C. C'est le plus Donc important. voilà. Et après, la vice-présidence était prévue pour Boubatri, parce que tout simplement, on lui a causé du tort. Quel tort? Je me pose des questions. Et après, moi, je devenais membre. Et j'ai supervé secrétaire général. Voilà, secrétaire général, quelque chose comme ça. Déjà, tous les noms qui me citaient, il y a des acteurs là-bas qui ont tout fait pour freiner l'évolution de notre football depuis un certain nombre d'années. Ces personnes qui ont été citées? Oui, je vais parler de Salifou Super V, les Bouba sans pile, parce que quand on parle de Boubatri, pour moi, je m'excuse, ce n'est qu'une marionnette. Lui, il est juste là effectivement, pour vous aussi, vous dites que vous n'avez jamais été appelé à Sékou Touréa. Si votre type, déjà votre si vous n'avez jamais été appelé à Sékou Touréa, si Antonio est appelé à Sékou Touréa, c'est là tacitement c'est dit que AKB est parti parce que vous êtes considéré aussi comme une marionnette d'Antonio Soare. C'est là où l'opinion, en tout cas, des gens se trompent. Je veux dire, ceux qui me connaissent, je veux tout simplement dire qu'ils sont de mauvaise foi. Et ceux qui ne me connaissent pas, je ne vais pas les juger. C'est parce qu'ils sont dans l'ignorance. Je suis un homme libre et indépendant. Boubatri a dit la même chose. Non, écoutez. Pourquoi vous avez retiré votre candidature quand Antonio a retiré sa candidature? J'en viens. C'est pas parce que je suis conseiller du président Antonio que je partage tout ce que lui fait ou tout ce que lui veut. Vous voyez? Grande gueule. En somme, vous êtes un homme indépendant. Je suis complètement indépendant. Okay, moi, je suis content de travailler avec lui. J'ai bien envie de comprendre. Je reste indépendant. Par preuve, en 2015, il avait soutenu la candidature de Salifou Super V. Quand je suis allé le solliciter pour m'accompagner, il m'avait fait comprendre que j'étais venu malheureusement en retard. Il était tellement désolé. Il m'a conseillé si je pouvais faire un arrangement avec... Mais à un moment donné où les mots entre vous, moi je me souviens d'échanges entre vous et Antonio, c'était assez dur. Voilà, c'est parti de là parce que lui, il avait soutenu un candidat. Je savais qu'il se trompait. Malheureusement, à l'époque, je parle de 2015. Et je lui ai fait comprendre que si c'est lui personnellement qui se portait candidat par rapport à tout ce qui commençait à poser comme acte, on avait vu le président de la République à Yorokogia qui avait commencé, on avait tous vu ça. L'OREA qui commençait un peu à monter, la ligue professionnelle et tout ça. Donc je lui ai dit, si c'est vous personnellement par rapport à tout ça, je peux me retirer. Mais après, libre à vous de choisir qui vous voulez. Cette situation à la Fegifoot, elle pue le conflit d'intérêts, le conflit personnel, c'est insupportable. Écoutez, vous savez, on définit souvent, moi je suis en train de regarder votre programme là, et puis je vois votre signature à la fin, et il y a souvent un homme, on le définit par sa signature. Vous avez ce qu'on appelle une signature tortueuse.
D'accord. Et comprenez, laissez-moi finir. C'est pas un débat de personne. Diadia, c'est pas parce que tu comprends pas, qu'il faut m'interrompre. Non, c'est pas parce que je comprends. J'ai dit. Alors attends, ouvre ton dictionnaire et regarde ce que c'est qu'une signature tortueuse. Bon, je finis ma question. Merci. Laissez-moi, Monsieur Bangura. Non, mais c'est une tradition ici. Leçon de français. Alors voilà, prenez une leçon de français. Donc vous avez ce qu'on appelle une signature tortueuse. Comprenez. Est-ce que vous comprenez que nous, en tant qu'admirateurs du sudisme, supporters de notre pays, on soit torturés par le fait de ce qui se passe, de cette médiocrité qu'il y a actuellement à la FEGIFOOT. Ouais, voilà, tu vois, ma question est simple. Sauf que nous, on va devoir aller sur une logique. On va casser le rythme. Allez-y. La question elle était précise. Laissez l'invité répondre. Laissez l'invité répondre, s'il vous plaît. Merci. Donc, je vais d'abord finir ce que j'ai commencé. Après, je vais vous répondre tout à l'heure. Excusez-moi. Donc, j'avais fait une promesse à M. Soiré. C'est pas, je parle de 2015. Comme quoi, si c'est lui qui se portait candidat, moi, il n'y avait pas de problème. Mais il peut supporter qui il veut. Moi, j'allais aller jusqu'au bout. Et ce qui fut fait, vous vous souvenez de ça. Et à l'arrivée, ils ont fait leur sauce à eux au niveau de la Fédé. Ils ont recalé ma candidature. Et après, il y a eu... les grandes gueules. Il y a eu des problèmes. Il y a eu d'abord ce scandale. Oui. Après, le comité de normalisation est venu en 2017, il y a eu encore une autre élection. M. Soiré s'est présenté. Toujours, je ne pouvais pas me représenter parce que j'avais un contrat moral vis-à-vis de lui, toujours, qui continuait. Quoi. Et après, il m'a coopté. Je suis venu comme son conseiller spécial. Et puis, on parle de ce retrait de sa candidature. Il s'est retiré, vous l'avez fait également. Sur ma question. Donc, on ne comprenne pas que vous reveniez. Sur ça, il a voulu un second mandat. Après concertation, il a posé sa candidature comme président. J'ai fait pareil comme vice-président par rapport à son programme. Et quand il a retiré sa candidature, pour moi, il y avait plus... La mienne n'avait plus lieu d'être. Parce que, tout simplement, j'étais là pour un travail... Pour accompagner son programme. C'est son programme, vous croyez? Vous n'avez pas... Et le programme que vous avez là, que vous voulez défendre? Justement, j'en viens. Parce que j'ai entendu les vice-présidents parler de programme. Vous vous rendez compte? Un président qui a son programme et un vice-président qui a son programme, je pense que le président doit se faire des soucis. Ah mais non. Non, eh bien si. On a un travail à faire par rapport au programme du président, pas celui de vice-président. On est dans le football là. Oui. On est dans le football là. Attention. Moi, je suis président de la Fédé aujourd'hui. Quand je vois un vice-président arriver dans une posture de président avec son programme... Vous devez être élu. Je dis, sur quelle base doit-on vous élire? Donc ça c'est il faut. Est-ce que ça va être monsieur donc ça est-ce que normalement peut-être que la présidence ce qu'il essaie d'apporter c'est important parce que j'aimerais bien qu'il me dise sur quelle base on vous choisit, sur quelle base on vote pour vous. Vous, les vice-présidents. En tant que vice-président. Voilà, le vice-président va venir. Si vous n'avez pas de programme, pourquoi? C'est sur vos compétences ou quoi d'autre? Le vice-président va venir selon ce qu'il doit apporter par rapport au programme du président, par rapport au programme qui a déjà... Est-ce que ça veut dire que celui qui est candidat à la vice-présidence doit forcément avoir un candidat à la présidence? C'est extrêmement important pour la bonne marche de l'équipe. Parce que si ce n'est pas le cas, encore une fois, un vice-président qui vient avec un programme... C'est-à-dire un ticket, quoi. Un ticket, c'est extrêmement important parce que le vice-président va venir, il a son programme, le président il a déjà un programme. On est sûr qu'il va y avoir des problèmes. Je suis un peu perdu. Est-ce que vous pouvez le laisser répondre à ma question, s'il vous plaît? Merci. Les deux peuvent s'allier. Vous pouvez avoir des C'est quoi ton problème encore? En ayant votre programme. On a reçu Titi ici la dernière fois, il a un programme. Il n'est pas dit forcément... Moi, je suppose qu'il va imposer son programme au président. Mais s'il y a des idées, par exemple, qui peuvent aller ensemble, si leur leadership commun peut permettre de débloquer les choses au niveau de la fédération, vous ne pensez pas que ce serait bien que les deux, chacun
chacun ait un programme pour qu'ils puissent les compléter les uns et aux autres. Non. Parce que après, sinon, moi, je suis perdu. D'après ce que vous... Parce que si, supposons, les vice-présidents ne doivent pas venir avec leur propre programme, mais doivent suivre le président. Imaginez que on vous choisisse en tant que vice-président, mais ce n'est pas le président que vous avez choisi qui n'est pas élu président de la FEGIFUT. C'est quoi qui est élu? C'est quoi le scénario à ce niveau? Le scénario à ce niveau est simple. On a une connaissance de football à la base, déjà, quand on vient comme vice-président. Le vice-président, pour moi, c'est juste un titre honorifique. C'est juste quand le président n'est pas là, si vous voyez. Tu n'existes seulement quand le président n'est pas là, alors que tout le programme est effectué par le président. C'est ça aussi. C'est ça aussi. Le vice-président. Je ne sais pas si on peut aller dans le programme. Le vice-président. Est-ce que non, Antoine, est-ce que tu permets? Antoine, j'ai posé une question. J'aimerais c'est pas de la dictature, Ahmed. J'ai posé une question. Calme-toi. Calme-toi, garçon. Calme-toi. Tu me laisses finir ma question. Tu me laisses finir ma question, Antoine. Antoine, tu me laisses finir ma question. Tu me laisses finir ma question. Non, j'ai posé une question. J'ai posé une question, j'ai pas eu la parole justement. Tout le monde a posé des questions, pas moi. Merci. Bon, donc j'ai posé une question. Je vous dis, est-ce que vous ne trouvez, vous comprenez que nous qui aimons, est-ce que vous comprenez que nous qui sommes des amoureux du Sili, en ayant marre de voir toutes ces petites magouilles, ces intérêts, conflits personnels, toute cette médiocrité autour du football guinéen? C'est là le problème. Parce que nous-mêmes, nous les acteurs, on en souffre. Comme je vous l'ai dit tantôt, ça fait 4 ans, les mêmes personnes qui ont empêché la fédération de fonctionner viennent sur la table pour redistribuer les cartes. C'est ce qui est compliqué. Vous voyez bien que les courriers depuis 4 ans qui sont partis au niveau de la CAF et au niveau de la FIFA viennent de 1 ou 2 personnes qui sont identifiées. Maintenant, pour se donner une certaine légitimité, M. Supervé par exemple, il est venu dans l'AS Kaloum comme secrétaire général uniquement pour se donner une certaine légitimité. Ce qui rend le travail encore difficile. Et si demain, lui il est secrétaire général, qu'est-ce qui va se passer avec les autres? Est-ce qu'ils vont le laisser travailler? J'en doute fort. Et les autres, c'est qui les autres? Quand je dis les autres, ceux qui ne vont pas être dans l'équipe, on va aller dans ceux qui ne vont pas être dans vous, par exemple. Juste avant le programme, il y a cette dernière évolution de la situation. Ouais. On a vu cette rencontre de Sékou Touré, au lendemain de laquelle il y a eu cette prise de position de Mathurin Bangoura qui dit clairement qu'il s'auto-désigne directeur de campagne de KPC. Et hier, à son domicile chez KPC, on a vu que les membres statutaires ont pris part à une rencontre pour le projet de KPC où Antonio aurait communiqué sur haut-parleur pour soutenir le candidat KPC. Et beaucoup disaient qu'il était vous étiez son candidat. Voilà. Aujourd'hui, est-ce qu'à ce niveau, vous n'êtes pas lâché par un gros poids qui vous laisse au profit de votre adversaire? Qu'est-ce que vous pensez d'abord de cette rencontre avec KPC et de la société de Mathurin Bangoura? Bon, les membres statutaires, si vous ne savez pas, ils étaient déjà chez moi le samedi. C'est à la maison qu'on a coupé le jeûne. Hein, j'ai pas voulu faire des photos. Ça veut dire quoi? Bon, nous, on a cette tradition. Vous avez l'assurance? Non, c'est une tradition. C'est comme vous voyez une femme ou une fille, vous voulez la draguer. Eh bien, vous faites des avances, vous essayez de la convaincre. Les membres statutaires, c'est la même chose. Vous êtes en train de les draguer? Oui, absolument. Mais oui, parce qu'il faut leur expliquer le programme, vous échangez. Est-ce que vous êtes un bon dragueur? Comme on est le mois de carême, eh ben, il est de notre tradition de partager ce qu'on a. Donc, c'est tout naturel. Ils peuvent aller aussi chez d'autres candidats. Moi, ça ne me dérange pas. Voilà, ça me dérange absolument pas. Mais le soutien d'Antonio. Et après, le supposé soutien de M. Antonio envers KCP, pour moi... C'est quoi cette histoire de KCP? Vous n'allez pas dire que vous avez des difficultés à prononcer KPC? Pour moi... Il sait pourquoi il l'appelle KCP. Quand il est dans la construction, c'est KPC. Mais quand c'est le football, c'est KCP. Tout ça, c'est pour éviter que
que notre football soit comme la route de Kabylie. Voilà, je dis, c'est pourquoi j'ai parlé de 2015. En 2015, le président Antonio a soutenu Salif Super V. Si aujourd'hui il doit soutenir, comment on appelle ça, KCP, cela ne changera rien de mon programme. Pour moi, c'est un non-événement. Et vous pensez quoi de toute la tractation qu'il y a autour? Le président qui s'implique pour un choix. Ensuite, il y a ces discussions autour des candidatures. Antonio qui se retire. C'est quoi votre avis sur la tractation et la prise de position flagrante de Mathurin Bangura? La prise de position du général Mathurin Bangura, d'après ses explications, je suis vraiment désolé par rapport à sa compréhension de la chose. Parce que je vais vous expliquer. Lui, jusqu'au moment où je vous parle là, il croit fermement que c'est par rapport à sa médiation que KCP s'est retiré. Chose qui n'est pas vraie. Moi, je suis témoin de ça. Le président KCP s'est retiré, c'est par rapport à un rapport de force qui a eu lieu le 30 dernier dans la salle. Sur 64 voix, si tu n'as que 2 voix, tu dois te poser des questions. Ton adversaire rentre dans la salle, toi tu es assis dans la salle, toute la salle se lève, la salle qui doit vous voter, l'acclame jusqu'à, allez, on va dire pendant 2 minutes. Moi je suis à sa place, je me retire. Et vous pensez qu'il a vu sa défaite venir? Bien sûr, il faut être. J'étais assis à 1 mètre de lui. Il fallait être barjot pour ne pas comprendre ça. Et au sortir de là-bas, moi-même j'ai dit au président Antonio, j'ai dit s'il se représente le 14, parce que les élections étaient prévues le 14, j'ai que c'est qu'il a perdu la tête. En parlant d'être barjot, excuse-moi, en parlant d'être barjot, justement, vous avez participé au même titre que tous depuis 4 ans à cette bérésina, on va appeler ça comme ça. Pourquoi aujourd'hui, moi je regarde votre programme, il est bien écrit, il n'y a rien à dire, vraiment la communication, félicitations, mais pourquoi moi je vous croirais aujourd'hui? Dans la mesure où vous faites partie aussi de cette équipe-là. Pourquoi je vous croirais? C'est là où c'est intéressant. J'étais un simple conseiller, d'accord? J'amène des idées, je propose, mais je n'avais aucun pouvoir d'imposer quoi que ce soit. C'est ça le problème aussi. Un conseiller, bon, je ne vais pas vous l'apprendre. Tu viens avec des idées, tu proposes, tu essaies pour que ça marche, mais je n'étais pas dans le comité exécutif. J'étais d'ailleurs un salarié. Hein. Quand tu es à la Fédé, tu as un salarié de conseiller. Alors, quelles sont vos propositions aujourd'hui, puisque vous avez la parole là? Le programme il est là. Vous parlez, vous avez énuméré un certain nombre de points. Vous dites que à la page 5, vous dites que vous allez contribuer au renforcement des capacités de gouvernance. Vous avez travaillé avec Antonio Soare pendant 4 ans. Oui. Qu'est-ce qui a manqué à la gouvernance que vous souhaitez aujourd'hui améliorer ou renforcer? Je le dirais en toute sincérité, la rigueur. A manqué. La rigueur a manqué. Il faut être démagogue ou hypocrite pour ne pas signaler ça, souligner ça. Je vais imposer le professionnalisme. Ça a manqué aussi. Bon, quand on parle de professionnalisme, la rigueur fait partie. C'est des choses, à un moment donné, le président Antonio a fait confiance à un nombre de personnes qui n'ont pas joué suffisamment leur rôle. D'où le problème aujourd'hui. Si chacun avait joué son rôle pour le bien de notre football, croyez-moi qu'on n'en serait pas là aujourd'hui. Donc vous êtes en train de faire votre mea culpa là. Quand vous voyez, par exemple, un vice-président qui met son nom sur la liste pour toucher des primes, vous êtes en train de faire votre mea culpa ou pas? Alors, vous parlez de qui à ce niveau? Vous parlez de qui? Non, parce que vous parlez de rigueur. Quel vice-président? Dans un fonctionnement... Vous parlez de quel vice-président qui a mis son nom sur une liste pour obtenir une prime? Oui, l'ancien vice-président, il avait son nom pour toucher la prime. C'est comme les primes des joueurs. Oui, bien sûr. Il a été innocenté, il me semble, non? Il me semble. Ça aussi, c'est une autre affaire. Alors, non, mais si vous en parlez, il a été innocenté. On va pas parler de ce programme, mais aujourd'hui, tout porte à croire que KPC pourrait être le futur président de la Fédération guinéenne de football. Mais il y aura vote. Non, il y a une forte chance. Déjà, vous qui avez écouté, vous avez bien reçu l'appel de M. Thibaut Camara, et vous n'êtes pas opposé à rencontrer le président de la République, mais à une seule condition. D'ailleurs, vous voulez le rencontrer. Et le président, s'il vous proposait la même chose, allez-vous accepter ou pas? Cette candidature de KPC, candidature unique. Mais non. Alors pourquoi vous voulez le rencontrer? Non, pour lui expliquer, parce que je vais dire, ma soeur. Si le président Alpha Condé vous appelle à ses retours et vous dit
de retirer votre candidature au profit de KPC. Vous allez dire non? Le président ne dira jamais ça. Ah ben si, il peut Non. le dire. S'il Non, le non. dit, S'il le Non, dit. il n'y a pas de si. Non, Il mais on ne dit dira avec jamais. si on peut mettre Paris dans la bouteille. Non. Alors, si il vous appelait aujourd'hui. Thibaut vous l'a dit, il faut Non. considérer que c'est le Non. président qui l'a dit. Non. Ah, c'est là le problème. Si Thibaut vient me dire quelque chose, c'est pas forcément pour moi que le président ait dit ça aussi. Il était là. Il Non. était là. Actuellement là. C'est que vous n'avez pas compris. Le président, encore une fois, peut appeler nous tous pour arranger quelque chose et nous on sort, on fait notre sauce à nous, on vient lui imposer ça. C'est pourquoi j'ai Vous dit. pensez que Super V, Antonio Soare et les autres peuvent s'entendre entre eux loin du président de la République? Non. Antonio et Super V, c'est même pas possible. On peut imposer des choses au président Antonio et aussi donner des informations, ne pas donner toutes les informations au président de la République. C'est pourquoi je demande encore une fois qu'il me donne la chance de m'asseoir en face de lui pour lui expliquer certaines choses aussi. Et petite précision, Moussaïro, c'est la même demande du côté du comité normalisation. Non. Le comité, la commission électorale, voilà, qui demande aujourd'hui à être reçu par le président de la République parce qu'ils estiment qu'il y a des éléments qui ne sont pas en la possession du président. Très bien. Et que s'il les recevait aussi, peut-être que la donne pourrait changer. Vous pensez que le président a Finalement, été tout se trompé? règle, c'est Vous pensez retourné. qu'il a été- Voilà, Vous pensez qu'il a été trompé? Oui. Parce qu'il y a eu, par ceux qui ont accès il y a eu à cette lui, nous on n'a pas accès au il y a eu président. cette communication sur la visioconférence avec Fatma Samora de la FIFA qui aurait mis sur la table que la Guinée courait des risques par rapport à la candidature d'Antonio Soare. Antoine, là on parle football là, encore une fois. Quand vous allez sortir d'ici là, c'est pas parce que vous travaillez chez Espace, vous donnez votre avis sur un élément bien précis. Est-ce que c'est l'avis de tout le monde? C'est pas l'avis officiel. Mais si celui qui écoute a pris une décision. Là où je suis là, j'en suis sûr, encore une fois, M. Soare, par sa sagesse, à cause de l'amour de la Guinée, il a retiré sa candidature. S'il avait refusé et qu'il allait jusqu'au bout, il allait gagner. Il allait gagner. Il n'y aurait pas eu de sanctions contre Il n'y aurait pas eu de sanctions contre la Guinée. Je vous garantis ça. Eh oui. Sur la candidature de Boubatri, oui. ça avait été invalidé par la commission de recours. Oui. Comment vous comprenez le fait que malgré tout ça, parce qu'on avait dit que la commission de recours, quand elle rend une décision, elle ne peut plus faire l'objet de recours, comment comprenez-vous enfin que la commission électorale valide sa candidature? Je ne sais pas. Il se passe des choses que moi j'ignore. Encore une fois, je n'ai jamais été convié au palais. Alors que je suis un acteur. Non, mais ça c'est la commission électorale, ça c'est bien avant le palais. Attendez. Avant que eux ils donnent comment on appelle ça, la liste, les autres étaient déjà sortis pour dire qu'il y aura un seul candidat. Oui. Donc moi j'ai pas discuté avec les gens de la commission, j'ai pas discuté non plus avec le palais. La seule chose que moi j'ai dit au ministre Thibaut Camara, je lui ai dit de faire en sorte que je rencontre le président et que je sais même une doléance. Mais dire que c'était conditionné par rapport au retrait de ma candidature, il n'a jamais été question du retrait de ma candidature. Et de l'autre côté, le processus continue le 18. Vous êtes lui donne l'avis. 4 candidats. 4 candidats et les deux principaux que beaucoup voient, c'est vous et KPC. Dites-nous quels sont vos atouts que KPC n'a pas. Qu'est-ce qui, selon vous, va faire en sorte que les membres statutaires aient confiance en vous? On a dit un moment pour KCP, tout le monde connaît, il était à la Ligue guinéenne de football, il a démissionné là-bas. On me dit, il a une entreprise privée, il connaît la gestion des hommes, machin et tout ça. Ok, je le veux bien, mais sauf que l'entreprise qu'il a, c'est une entreprise privée. Là, on parle d'une association là. Une association nationale, la gestion, elle est complètement différente parce que même la façon de t'adresser à tes travailleurs, à tes collaborateurs, c'est complètement différent, ça n'a rien à voir. Et le monsieur ne connaît pas le football, il le reconnaît lui-même, il le dit.
Mais est-ce que vous qui connaissez bien le football, vous qui connaissez bien le football justement, vous savez que, prenons le cas des clubs européens quand même, le football européen aujourd'hui est rentable en termes de... J'ai vu que vous avez une forme de sponsoring, etc. Vous qui connaissez bien le football, vous savez qu'à un moment donné, il a fallu justement que des acteurs économiques, des chefs d'entreprise viennent dans le football européen pour justement lui donner une dynamique commerciale, sponsoring, etc. En gros, pour moderniser le football. Donc si votre argument est de nous dire à nous, parce que M. KPC est un gestionnaire... Attendez, parce que Antonio a joué au ballon, c'est différent. Bon, si vous voulez... KCP ne connaît même pas la circonférence de ballon. Si vous voulez. Non, mais vous êtes dans les attaques personnelles et moi, ça ne m'intéresse pas. Non, c'est un adversaire. Oui, mais moi, je ne mange pas de ce pain-là. Mais ce qui m'intéresse, par contre, c'est de savoir en quoi vous allez, de qui vous allez vous entourer. Imaginons que vous soyez élu, justement pour moderniser ce football guinéen, qui manque cruellement, de ressources, et deux, d'imagination pour aller chercher le sponsoring et l'argent. En une minute. Oui, je viens vous dire là tout à l'heure. Pourquoi les clubs que vous venez de citer là prennent les présidents délégués? Ces présidents délégués là, ils ont quoi? Ils n'ont rien du tout. Ils ont un carnet d'adresses, ils ont des relations, et c'est ça qu'ils vont utiliser pour vous renflouer les caisses. Sans oublier qu'il y a la subvention de la CAF et de la FIFA. Quand une fédération est bien gérée de façon rigoureuse, croyez-moi, vous n'avez pas besoin de quelqu'un... Des milliardaires. Ça c'est clair et net. Ah bon? Ah oui. Et votre message? Quand on a l'argent, c'est un avantage. Qui n'aime pas l'argent? Excusez-moi, Abramovich, Chelsea, Paris Saint-Germain. Ahmed, on est à la fin de l'émission. Monsieur Bangoura, votre message. Le message s'adresse aux membres statutaires. Pour une fois, votez utile, votez AKB parce que votre honneur a été sué ces derniers temps. Il est extrêmement important de voir l'avenir de notre football, non votre propre intérêt, parce que vous êtes souvent taxé de penser qu'à votre personne. Bien. C'est ça que je peux dire. Monsieur Abdoul Karim Bangoura, candidat à la présidence de la Fédération guinéenne de football, merci d'être passé dans ce studio. Merci ma soeur et merci de m'avoir invité. Espace TV, les grandes gueules, le top des GG.